Bienvenue à cette édition du journal à la une. Mondial Brésil 2014, le deuxième pays africain, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, joue aujourd'hui contre le Japon dans le cadre du groupe C. On mise beaucoup sur les éléphants après les déboires d'hier des lions indomptables du Cameroun face au Mexique. L'Assemblée provinciale du Nord Kivu se réjouit de l'abandon de prospection pétrolière dans le parc des Virunga par la compagnie Soko dans la mesure où ce retrait amènera l'Institut congolais de conservation de la nature à relancer des projets. La journée d'aujourd'hui tombe à la veille de la clôture de la session parlementaire de mars et les deux chambres du Parlement ont choisi de se réunir en congrès. Parmi les sujets inscrits à l'ordre du jour, il y a la désignation des membres de la Cour constitutionnelle. Constitutionnellement parlant, députés et sénateurs ont droit d'avoir 3 membres désignés par eux au sein de la Cour constitutionnelle et ce vide vient d'être comblé grâce au Congrès qui s'est réuni ce jour. Les 3 membres désignés sont Félix Vundawe Topemako, Eugène Banyakou, Luape Epoté et Maître Corneille Wasenga Songo. Ils vont être nommés par ordonnance présidentielle. Les 6 autres membres seront 3 désignés par le chef de l'État et 3 par le Conseil supérieur de la magistrature. La session de mars prend fin demain et on s'attend à l'annonce d'une session parlementaire extraordinaire. Passons à l'exécutif. Après le législatif, le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Richard Mouyej-Manguez-Mons, revient de Moutaoulé dans le sud Kivu apporter réconfort moral et assistance aux victimes de ce village dont des dizaines d'habitants venaient d'être massacrés par des hommes en armes pour des raisons, paraît-il, de disputes de bétail. Nous sommes à Moutaoulé, village fantôme. Ici, les maisons sont désertes et rien ne bouge. Les feuilles des arbres semblent figées en ce mois de juin où le vent souffle pourtant sur la plaine de la Ruzizi. Dans cette église pentecôtiste, alors qu'ils étaient en veille de prière, les fidèles chrétiens ont été attaqués à coups de machette et de fusils. Le pasteur a été touché par balle à la jambe gauche. Il était 3 heures du matin, nous avons entendu des crépitements de balles. Dans l'église, les gens fuyaient dans tous les sens. Le bilan est lourd, 31 morts et 24 blessés. Dans ce centre de santé, les malades n'ont pas échappé à cette descente punitive pour une affaire de vol de vaches, à en croire les témoignages recueillis sur place. L'émissaire du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej-Manguez-Mons, s'est incliné devant les tombes de fortune des victimes avant de condamner ces incidents. C'est très fort. Je ne peux pas comprendre que les gens puissent avoir un tel niveau de haine. Je ne peux pas comprendre que la violence puisse atteindre un tel niveau. Ce que nous avons vu est grave. Et nous condamnons avec fermeté. Et nous allons tout faire pour que la justice fasse son travail de manière à ce que le coupable soit puni. À l'hôpital général de référence d'Ouvira, le ministre Mouyej a remis l'assistance du président de la République pour la prise en charge des blessés. Dans l'entretemps, une commission d'enquête a été mise sur pied pour établir les responsabilités et punir les coupables. Scène apocalyptique à Moutaoulé dans le sud Kivu et renaissance de l'espoir à Kanyabayonga, jadis occupé par le M23 dans le nord Kivu. Ici, la vie reprend petit à petit son cours normal et de l'autre côté, le passage de la rébellion est en passe de devenir un lointain souvenir, nous dit notre envoyé spécial Christian Elongo. En dépit de tout ce qu'on peut dire dans cette cité du Nord Kivu, la vie semble normale à Kanyabayonga. École, départ au champ, activités de routine, la population de Kanyabayonga, longtemps sous les balles, aspire désormais à la paix, après les désarmements volontaires des FDLR. Mon souhait serait que tout ce monde quitte la brousse. J'espère que la population qui restait avec eux en brousse restera en paix. Une paix souhaitée également par ses élèves, pour qui sans elle, l'avenir reste sombre. Nous sommes des élèves ici à Kanyabayonga. Nous sommes dans la sécurité maintenant. Nous demandons aux autorités de bien payer nos enseignants pour qu'on continue à étudier.
Nous sommes dans la sécurité parce que les FDLR sont sortis de la forêt. 20 ans après l'entrée des réfugiés rwandais avec eux les FDLR, les désarmements volontaires augurent un retour définitif de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Autre motif de joie dans tous les deux Kivu, c'est le désarmement des rebelles hutu-rwandais d'FDLR et la perspective de leur rapatriement. La population de Kigogo, par exemple, dans le sud Kivu, est d'avis que c'est une épine qui a été arrachée de leurs pieds et se réjouit de la fin du cauchemar hutu après 2 décennies de ce qu'a été ressenti comme un territoire conquis. Kigogo, cité située à plus de 200 km au sud de Bukavu dans les territoires de Mwenga, les désarmements volontaires des FDLR a mobilisé tous les villages. Femmes, hommes, jeunes, vieux, tout le monde était présent pour participer à cette cérémonie. Je suis très contente parce que les FDLR sont sortis de la forêt. Un désarmement volontaire des FDLR, qui signifie la sortie des forêts de ces rebelles hutu-rwandais, va permettre aux jeunes d'évacuer à leurs préoccupations. Nous sommes libérés, enfin, ils doivent retourner chez eux au Rwanda. Nous allons désormais circuler sans crainte de ces FDLR. Ils sont aussi des humains comme nous. Ils ont passé 20 ans dans la forêt, sans soins de santé. Ils doivent retourner dans leur pays d'origine. Accusés de pillage et exactions par la population, la sortie des forêts des FDLR 20 ans après est un motif pour la population du Sud Kivu de croire à la relance des activités de leur contrée. On jubile en RDC suite à ce départ programmé des FDLR et à Kigali, c'est plutôt la douleur de voir ces rebelles neutralisés, comme l'interprète la société civile du Nord Kivu, du Katanga et du Bas-Congo, qui attribue les dernières incursions rwandaises en RDC à ces mutations géostratégiques. Le vice-président de la société civile du Nord Kivu a révélé hier lors d'une conférence de presse au cours de laquelle d'autres points d'actualité ont été évoqués. Le FRDC, lors du combat du matin, avait déjà récupéré les contrôles de cette zone-là et le RDF était déjà repoussé jusqu'au Rwanda. Visiblement, un pas vers la solution des problèmes des FDLR vivant sur le sol congolais appelle une machination de Kigali pour fragiliser la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Voilà qui pourrait justifier la récente offensive des RDF contre les FARDC à Kanyesheza. Pour y faire face, 3 coordinations de la société civile congolaise s'unissent. Le Nord Kivu, le Bas-Congo et les Katanga se prononcent sur la situation sécuritaire dans la partie est du pays, le processus électoral et la révision constitutionnelle. Pour plus d'éclaircissement, le vice-président et porte-parole de la société civile du Nord Kivu était face à la presse. Ces actes sentent l'odeur d'une agression voilée et dénotent de la conspiration de la déstabilisation dont notre pays a toujours été victime. Vous avez appris effectivement des massacres de plus ou moins 38 civils la nuit du 5 au 6 juin courant à Mutaroure, dans la plaine de la Ruzizi, à territoire d'Ouvira, au Sud Kivu donc. Et nous pensons que cette situation doit faire objet d'enquête minutieuse de la part du gouvernement congolais. On doit établir les responsabilités, qu'on ne révise pas ce qui n'est pas révisable. C'est notamment l'article 220. À ceci s'ajoute un tableau sombre de 894 otages par les ADF Nalu, dont 250 enfants, 3 prêtres catholiques et bon nombre de femmes.
Restons dans le Nord Kivu pour changer de registre, c'est-à-dire de la sécurité à l'énergie, retrait ou pas de l'entreprise Soko Esperel dans le parc des Virunga pour exploitation du pétrole dans ce patrimoine mondial. Les réactions des élus provinciaux du Nord Kivu se font toujours attendre pour saluer cette salvatrice décision selon eux, mais ils félicitent tout de même à cette entreprise pour avoir suscité dans le chef des responsables de l'ICCN l'idée de la mise en œuvre de plusieurs projets pour l'intérêt des populations. Elle devient de plus en plus d'actualité dans les chefs des élus provinciaux du Nord Kivu. L'information faisant état du retrait de l'entreprise Soko dans ces parcs de Virunga en renonçant à tous ces projets d'exploitation du pétrole. Ces élus provinciaux, les cas de l'honorable Simon Kazungu, élu de Butembo, remercient tout de même Soko Esperel pour avoir poussé l'ICCN à penser au projet de développement. Vous savez, l'ICCN a occupé la terre de nos ancêtres presque à plus ou moins 100 ans. Et il y a eu 80 ou 90 ans passés, on n'avait pas les dividendes de ce que l'ICCN faisait. Mais on a vu que lorsque Soko a commencé à chercher, à explorer, c'est maintenant que l'ICCN est en train de se réveiller, mettre des projets dans des territoires. Et nous voulons remercier à passant l'ICCN qui se réveille finalement. Soko doit partir, mais Soko nous a quand même rendu ce travail-là de mettre une certaine pression sur l'ICCN. De son côté, l'honorable Barry Yangaroutouye, élu de Rutshuru, lui pense que si ce retrait est vrai, c'est un ouf de soulagement pour les populations riveraines de ces parcs de Virunga qui en majeure partie n'étaient pas d'accord avec Soko. Nous avons dit par le passé qu'il fallait voir ce qui est bénéfice à la population. Parce que pour le parc, nous avons un projet de 20 millions de dollars avec la construction du barrage de Rutshuru. Mais Soko avait prévu moins que ça. Je crois que si on devait répartir à la population de Rutshuru ce que Soko avait prévu, en tout cas ce n'est pas la moitié de ça que va nous donner. Alors si c'est retiré, il faut que le parc continue à multiplier les activités qui vont dans le sens d'améliorer les conditions sociales de la population. Jules Hakizumami, président de l'Assemblée provinciale, lui joue à la prudence dans ses dossiers et pense voir Soko orienter ses projets dans d'autres domaines. Depuis Goma, Mumbere Patrick Sialouha pour Biwan. Mondial Brésil 2014, la Colombie ouvre le bal pour le groupe C face à la Grèce en première explication avant que la Côte d'Ivoire et le Japon ne croisent le fer dans le même groupe. Dans le groupe D, l'Uruguay jouera contre le Costa Rica. Puis il y a ce choc entre les deux grosses sélections européennes, l'Italie face à l'Angleterre. Hier dans le groupe B, les Pays-Bas ont humilié l'Espagne par 5 buts à 1 et le Chili a battu l'Australie par 3 buts à 1. Le déroulement de cette compétition footballistique universelle a amené la société de télécommunications Tigo à lancer un nouveau programme dénommé Tigo, premier fan des fans de football pour les 13 pays d'Afrique et d'Amérique afin de permettre à des millions de téléspectateurs à suivre les matchs à l'extérieur du pays à l'aise. Les amoureux du football de la RDC disposent eux aussi de ce créneau. Sont fixés sur le pays du carnaval, ce durant un mois. Focus sur le Brésil avec la Coupe du Monde, l'un des plus grands événements sportifs mondiaux. Et la société de télécommunications Tigo veut, en sa manière, faire vivre seconde par seconde, minute par minute, action par action, ce grand événement à tous ses abonnés. Tout un programme est à cet effet bien établi pour rendre bien plus actifs à cette compétition ses nombreux abonnés. Nous allons permettre via Facebook à nos abonnés et à tous les fans de foot de pouvoir partager leur expérience en cours de l'événement à travers des photos, des vidéos avec l'application Tigo, le coin des folies. Ce sera une opportunité de s'éclater, de s'exprimer librement pendant toute la période de fête de foot. Tigo, quiz, de pouvoir télécharger à partir de leur smartphone la possibilité de suivre la Coupe du Monde en temps réel et d'avoir des alertes sur leurs matchs, sur les matchs des différents pays et des différentes équipes préférées. Des jeux concours seront également de la partie avec plusieurs prix qui seront décernés aux gagnants. Nous allons permettre à nos abonnés de participer à un jeu sur le réseau social
plus répandu et le plus populaire de la RDC, j'ai cité le Facebook. Pour votre information, Tigo RDC compte à ce jour plus d'un demi-million de fans sur sa page Facebook. Et la page Facebook Tigo est numéro 1 en RDC. Ce programme est lancé à travers 13 pays d'Afrique et d'Amérique latine sous le terme Tigo, premier fan des fans de foot. C'est donc parti pour 31 jours de folie de foot avec Tigo. Situation sécuritaire dans la partie est du pays, processus électoral, révision constitutionnelle, on en parle tout de suite dans l'invité du journal. Maître Marc Avota, merci d'avoir disponibilisé de votre temps pour échanger avec nous. Merci à Biwan et merci à tous les téléspectateurs de cette télévision suivis sur l'ensemble du pays et à travers le monde. Merci beaucoup. Vous êtes le vice-président de la société civile Nord Kivu et porte-parole. Première question, actualité oblige, la désignation des membres de la Cour constitutionnelle. Il y a quelques minutes déjà en congrès. Et votre réaction? Nous voudrions avant tout remercier et féliciter les nominés. Et nous pensons que des défis sont énormes qu'ils doivent relever. Vous savez que sur l'ensemble du pays, nous avons intérêt à savoir la gestion quotidienne quant à ce qui est de l'exécution des budgets. Et nous pensons qu'il faut se mettre en œuvre de manière à ce que nous sachions chaque fois ce qui est fait. Et lorsqu'il y a des détourneurs, déjà qui dilapident l'argent de l'État, qu'ils soient poursuivis, soient-ils hauts responsables. Il y a des contentieux électoraux qui doivent gérer au niveau de législative, nationale, présidentielle, tout ça. Ce sont des défis énormes parce qu'on est en période électorale. Donc nous pensons qu'ils doivent avoir des nerfs solides et nous voudrions qu'ils jouissent effectivement de l'indépendance, comme notre constitution le prévoit, l'indépendance judiciaire, et la population attend qu'ils puissent réussir, qu'ils fassent ce qui n'a pas été fait avant. Le vœu le plus ardent de tous les Congolais. Alors, s'il faut revenir à la situation sécuritaire dans la partie est du pays, hier, vous étiez face à la presse et vous revenez même du Nord Kivu où il y a eu des affrontements entre les FARDC et les éléments RDF. Qu'est-ce qui s'est-il passé réellement? Oui, nous l'avions démontré parce qu'il faudrait que toute la nation soit au courant de ce qui se passe sur l'ensemble du pays et particulièrement à l'Est. Au niveau de la société civile, comme il s'agissait de coordination de la société civile du Nord Kivu, du Katanga et du Bas-Congo, nous avons un constat amer. C'est que toutes les fois que l'on s'achemine vers une solution au problème FDLR, on voit Kigali s'agiter. Kigali simuler de nouveaux faux problèmes. Et pour Kigali, les militaires FARDC déployés le long de la frontière, ce sont des FDLR qu'il faut combattre. Pour Kigali, il faut toujours trouver des prétextes pour piller les ressources naturelles de la RDC. Et chaque fois que l'on veut trouver une solution au problème, telle l'annonce d'FDLR à pouvoir se rendre volontairement, Kigali ne voudrait pas qu'on en arrive là. Kigali cherche que l'alibi éternel de poursuite de FDLR soit toujours d'actualité. Et nous pensons que ce qui s'est passé à Kanyesheja, mercredi et jeudi dernier, s'inscrit dans la stratégie de Kigali à pouvoir déstabiliser de manière permanente notre pays. Et cela s'observe également par le fait qu'il héberge, depuis la débâcle du M23, des combattants M23, dont d'ailleurs un officier, je vais citer ici le colonel Innocent Zimurinda, qui est en charge des bataillons déployés non loin de la frontière congolaise, dans la perspective d'attaquer Kibumba et de poursuivre cette stratégie que nous dénonçons au grand jour. Et nous pensons que la communauté internationale devra être, comme jamais auparavant, aux côtés du gouvernement congolais pour qu'on puisse démasquer ces ennemis de la paix dans la région de Grand Lac. Vous avez le nombre exact des blessés, des morts?
À notre niveau, nous pouvons parler de la partie congolaise, comme tout est parti de la capture d'un élément FARDC, le caporal, qui a été ramené, tué par la RDF en violation du droit international humanitaire. Nous avons ces cas-là. Et lors des attaques la journée, parce que l'assassinat du caporal RDF à Kanyeshija remonte du matin, mais au cours de la journée, les officiers de la 8e région militaire et quelques membres de la société civile se sont retrouvés à Kanyeshija. Bien sûr, sur appel, la CIRGL, pour que le mécanisme conjoint de vérification puisse échanger avec des officiers de l'armée rwandaise et de l'armée congolaise. Mais ce qui est curieux et ce que nous dénonçons ici, c'est le fait que lorsque le mécanisme conjoint a décidé de ne pas venir à Kanyeshija, les éléments de l'armée rwandaise ont simulé un cortège de la CIRGL. Mais comment ça s'est passé avant qu'ils traversent la frontière? Ça se passe comment au niveau de la frontière? Comme vous savez, Kanyeshija est à la frontière entre la RDC et le Rwanda. Et Kanyeshija était déjà contrôlé par les FARDC. Donc, sous contrôle. Et la CIRGL a souhaité échanger avec les officiers rwandais et RD congolais, c'est-à-dire ceux de la RDC devaient venir de la RDC pour Kanyeshija, ceux du Rwanda devaient venir du Rwanda pour Kanyeshija. Donc, trouver un terrain neutre. Oui, un terrain neutre, bien sûr. Kanyeshija qui était aussi à la base des échanges. Mais je dois vous dire que les éléments de la RDF ont utilisé deux véhicules semblables à la CIRGL pour, à titre de stratagème. Et comment ça s'est passé alors? Effectivement, les éléments RDF sont venus à bord de ces véhicules et nos officiers qui étaient non armés pensaient avoir accueillir les éléments du mécanisme conjoint de vérification de la CIRGL, mais ils ont trouvé des éléments qui ont tiré sur eux, donc des éléments de la RDF, en rafale, et je dois vous dire, madame, qu'au niveau de la société civile, nous avons enregistré une perte énorme. Il y a notre collègue de l'ONG Racide qui était de la partie qui est décédé. Et ça, nous voudrions que la communauté internationale tienne le Rwanda responsable de ces crimes, de cet assassinat. Alors, actualité oblige, un mot aussi par rapport à l'évolution du processus électoral. Nous avons dit, il ne revient pas qu'on rejette à bloc, sans autre alternative, les calendriers de la CENI. Nous, au niveau de la société civile, nous avons proposé notre alternative. Nous disons, tous, donc le vœu de tous les Congolais, c'est l'organisation des élections démocratiques, transparentes et dans les délais attendus de tous, donc dans les délais constitutionnels. Mais la CENI avance la difficulté de moyens, tout à fait, ce qui est tout à fait légitime. Nous disons, nous pouvons relever les défis, c'est-à-dire la société civile du Nord Kivu, du Katanga et du Bas-Congo, bien sûr avec l'accompagnement des autres sociétés civiles, nous évitons la population congolaise à se cotiser, à se mobiliser pour que nous puissions avoir de l'argent à donner à la CENI. Et qui va gérer ça? Nous allons créer à travers les provinces des comptes qui seront gérés avec la société civile. La société civile, ce ne sont pas des individus. On doit mettre sur pied des comités et ces comités-là doivent gérer cet argent de manière à ce que nous puissions mobiliser l'argent, nous, la société civile, et cet argent que nous allons mobiliser, ajouté à ce qui sera consenti par le gouvernement et la communauté internationale, fera que nous puissions organiser des élections. Et des élections, nous souhaitons, en mode de scrutin direct. Nous voudrions que le gouverneur, les sénateurs, les députés provinciaux et nationaux soient élus en mode de scrutin direct. Et comme l'argent sera là, nous le savons, les élections seront effectivement là et dans les conditions admissibles par tous. Maître Marc Kavota, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le vice-président de la Société civile Nord Kivu, mais également porte-parole. Merci, Abiwan. Merci.
Miss Vodacom Congo Emma Selemani a obtenu hier son cadeau offert par B1 pour sa réussite au débat par la présentation du journal télévisé de 15h30. La présentatrice du Katanga s'est révélée une célèbre présentatrice. Emma Selemani, candidate Miss Vodacom saison 3, était la vedette de B1 Télévision ce week-end. Un honneur que nous vaut le challenge remporté lors de la finale du débat face à Geneviève Missengabou. C'est ce vendredi que Selemani a présenté le journal télévisé tel que B1 lui avait promis. La présentatrice de circonstance n'a pas laissé échapper le moindre détail malgré la pression sous laquelle elle a travaillé. Confiante, elle a su garder son sang-froid avant, pendant et après le journal. L'atterrissage était plutôt heureuse. Les membres de la thématique confession religieuse du comité d'accompagnement de la société civile pour la désignation des animateurs de la Commission nationale des droits de l'homme ont respecté le délai de 48 heures accordé par l'Assemblée nationale pour déposer la liste de leurs candidats à cette institution d'appui à la démocratie. Ils l'ont fait hier et je vous invite à suivre l'un de ses membres. Pour une preuve, c'en était une. Tout de même une belle expérience que la candidate Miss Vodacom est prête à revivre. Comme qui dirait, sois belle mais aussi intelligente. De programme sur B1 Télévision. Emma Selemani, la représentante du Katanga, s'est révélée une célèbre présentatrice. Mesdames, Messieurs, fin de cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis.